Vienne, seconde moitié du XIXe siècle. Une capitale impériale traversée par les idées nouvelles, les ambitions scientifiques, les tensions sociales invisibles et les certitudes d'un monde encore convaincu de sa propre solidité. C'est dans ce contexte qu'en 1856 naît Sigmund Shlomo Freud, dans la petite ville morave de Freiberg, alors intégrée à l'Empire austro-hongrois. Rien, à première vue, ne distingue cet enfant des autres. Il naît dans une famille juive modeste, au sein d'un foyer déjà marqué par des histoires antérieures, des générations entremêlées et des trajectoires inachevées. Son père, Jacob Freud, est marchand de laine. Il a déjà été marié à 2 reprises et a des fils presque adultes lorsque Sigmund vient au monde. Sa mère, Amalia, est bien plus jeune que son époux. Elle n'a pas encore 20 ans lorsqu'elle donne naissance à son premier fils. Cette différence d'âge n'est pas seulement une donnée biographique. Elle crée un déséquilibre silencieux dans la structure familiale. Dans cette maison, les catégories sont floues. Des demi-frères qui pourraient être perçus comme des oncles. Des enfants, issus d'un premier mariage plus proche, en âge de la mère que du père. Une autorité paternelle déjà installée dans le temps, face à une énergie maternelle tournée vers l'avenir. Freud grandit dans ce système où les lignes hiérarchiques ne sont pas nettes. Très tôt, il observe. Il ne se contente pas de vivre les relations, il les regarde fonctionner. Il perçoit les différences de ton, les silences, les positions implicites. Un épisode, raconté plus tard par son père, marquera profondément son imaginaire. Jacob lui confie qu'un jour, dans la rue, un chrétien lui a jeté son chapeau dans la boue en lui ordonnant de quitter le trottoir. L'enfant écoute. Il demande ce que son père a fait. La réponse est simple. Il a ramassé le chapeau. Ce geste, apparemment anodin, produit une fissure intérieure. L'enfant attend une réaction héroïque. Il découvre la résignation. La figure paternelle, supposée forte, apparaît vulnérable. Cette découverte n'est pas immédiatement conceptualisée. Elle s'inscrit comme une trace. Plus tard, Freud analysera l'importance de la figure paternelle dans la structuration psychique. Mais bien avant les théories, il y a cette scène silencieuse où l'autorité vacille. Sa mère, en revanche, incarne une présence plus affirmée. Elle voit en son fils une promesse. Elle le valorise, le protège, l'encourage. Elle le considère comme destiné à une trajectoire exceptionnelle. Cette affection intense crée un lien profond. Freud grandit avec la conviction qu'il doit accomplir quelque chose de grand. Être choisi implique une responsabilité. Dans ce climat affectif contrasté, l'enfant développe une conscience précoce de sa position. À l'intérieur du foyer, il est privilégié. À l'extérieur, il appartient à une minorité. La famille déménage à Vienne lorsqu'il a 3 ans. Il s'installe dans le quartier de Leopoldstadt, centre de la communauté juive. Vienne est à la fois brillante et ambiguë. Les sciences progressent, les universités rayonnent, les cafés intellectuels s'animent. Mais l'antisémitisme n'a pas disparu. Il est diffus, parfois voilé, parfois explicite. L'enfant comprend progressivement qu'il devra exceller pour être reconnu. À l'école, il se distingue rapidement. Il maîtrise les langues anciennes, s'intéresse à la littérature, à l'histoire, aux sciences naturelles. On lui accorde une chambre pour étudier. On protège son temps de travail. Cette discipline académique devient une armure. Le savoir offre une forme de sécurité. Mais derrière cette réussite scolaire se construit une activité intérieure plus complexe. Freud observe les adultes. Il remarque que les paroles ne correspondent pas toujours aux actes. Il constate que les émotions influencent les décisions. Il pressent que la rationalité affichée n'est qu'une surface. L'expérience d'être à la fois valorisé et marginalisé forge en lui une double posture. Il participe au monde tout en le regardant de l'extérieur. Cette distance deviendra plus tard un outil analytique puissant. Dans cette jeunesse se combinent plusieurs tensions. Admiration pour la mère, interrogation sur la faiblesse du père, pression de la réussite, conscience de l'altérité. Rien n'est encore théorisé, rien n'est encore formulé en concept. Mais les éléments sont présents. Freud ne parle pas encore d'inconscient. Il ne parle pas de refoulement. Il ne parle pas de conflit psychique. Pourtant, son propre environnement contient déjà les germes de ses idées. L'enfant grandit dans un monde où les apparences peuvent masquer la fragilité, où l'autorité peut être contestée par l'expérience, où l'identité se construit dans un équilibre instable entre appartenance et exclusion. Ces premières années ne sont pas spectaculaires. Elles ne contiennent ni révélations soudaines, ni événements dramatiques majeurs. Elles sont faites de détails, de regards, de silence. Mais elles installent une sensibilité particulière, l'attention aux forces invisibles.
Lorsque Freud quittera l'enfance pour entrer dans les études supérieures, il portera avec lui cette disposition à chercher derrière les faits, à interroger les motivations, à suspecter l'existence de dynamiques cachées. Le terrain est préparé. À l'adolescence, Sigmund Freud se tient à la frontière entre deux mondes. D'un côté, l'univers familial, structuré par les attentes maternelles, et la présence paternelle devenue plus silencieuse. De l'autre, la ville de Vienne, centre intellectuel en pleine effervescence, où les sciences naturelles promettent de dévoiler les lois fondamentales du vivant. Freud est un élève remarquable. Il excelle au gymnasium, obtient des résultats constants et développe une affinité particulière pour les langues anciennes. Le grec et le latin ne sont pas seulement des disciplines scolaires, ils ouvrent un accès aux tragédies antiques, aux récits fondateurs, aux structures symboliques qui, bien plus tard, nourriront ses propres constructions théoriques. La figure d'Œdipe, qu'il découvrira dans les textes classiques, s'inscrira durablement dans son imaginaire bien avant de devenir un concept. À 17 ans, il termine ses études secondaires avec distinction. La question du choix professionnel s'impose. Les possibilités pour un jeune homme juif dans l'Empire austro-hongrois sont limitées. Le droit, le commerce, la médecine. Freud hésite. Il est attiré par les débats philosophiques, par la politique, par les idées abstraites. Mais une conférence sur la nature, inspirée par Goethe, produit un déplacement décisif. L'idée que la nature recèle des lois cachées, accessibles par l'observation rigoureuse, l'attire profondément. En 1873, il s'inscrit à la faculté de médecine de l'Université de Vienne. Ce choix n'est pas motivé par une vocation humanitaire immédiate. Il ne cherche pas d'abord à soigner. Il veut comprendre le fonctionnement du corps, du système nerveux, des mécanismes invisibles qui régissent la vie. L'université est prestigieuse, mais elle n'est pas exempte de tensions. L'antisémitisme existe dans les cercles académiques. Les postes universitaires sont rares et les perspectives d'avancement limitées pour les étudiants juifs. Freud le sait. Cette conscience renforce sa détermination. Il rejoint le laboratoire d'Ernst Brücke, physiologiste reconnu, défenseur d'un matérialisme scientifique strict. Dans ce laboratoire, aucune place n'est accordée aux explications mystiques ou vitalistes. Tout phénomène doit être ramené à des processus physico-chimiques. Cette rigueur impressionne Freud. Elle installe en lui une méthode, chercher les causes, refuser les explications faciles, exiger une cohérence interne. Il passe des heures à disséquer, observer au microscope, analyser les tissus nerveux. Il étudie les systèmes nerveux de poissons, de crustacés et se plonge dans la recherche sur l'anatomie cérébrale. Ce travail est patient, précis, parfois monotone. Il développe une capacité d'attention minutieuse qui deviendra plus tard essentielle dans l'écoute clinique. En 1876, il identifie les organes reproducteurs de l'anguille mâle, résolvant une énigme biologique ancienne. Cette découverte lui apporte une reconnaissance modeste dans le milieu scientifique. Elle confirme sa capacité à résoudre des problèmes complexes. Pourtant, malgré cette réussite, un doute s'installe progressivement. La recherche pure offre peu de perspectives financières. Les postes académiques sont rares. Freud comprend que s'il veut assurer une stabilité matérielle, il devra s'orienter vers la pratique médicale. Cette tension entre idéal scientifique et nécessité économique marque ses années d'études. Pendant cette période, son activité intellectuelle ne se limite pas au laboratoire. Il lit abondamment. Il écrit à ses amis, réfléchit à ses ambitions. Ses lettres révèlent une alternance entre confiance et inquiétude. Il aspire à la reconnaissance, mais il redoute de rester dans l'ombre. Cette oscillation entre ambition et doute installe un mouvement intérieur qui ne cessera de l'accompagner. Freud développe l'habitude d'examiner ses propres états mentaux. Il observe ses réactions, ses élans, ses découragements. Cette auto-observation ne relève pas encore d'une méthode formalisée, mais elle annonce l'introspection systématique qui marquera son œuvre. En 1881, après 8 années d'études, il obtient son doctorat en médecine. Le titre académique ne dissipe pas l'incertitude. La carrière universitaire semble compromise. Son mentor, Brücke, lui fait comprendre que les perspectives pour un jeune médecin juif sont limitées. La décision s'impose, il devra exercer. Freud entre à l'hôpital général de Vienne. Là, il découvre la réalité clinique. Les services sont chargés. Les maladies organiques sont nombreuses. Il passe par différents départements, médecine interne, chirurgie, neurologie. C'est dans ce dernier domaine qu'il ressent une affinité particulière. La neurologie lui permet de relier l'observation précise des symptômes à l'étude du système nerveux.
Il apprend à diagnostiquer les paralysies, les troubles moteurs, les lésions cérébrales. Pourtant, certains cas le déconcertent. Des patients présentent des symptômes sans lésions identifiables. Des paralysies apparaissent, puis disparaissent sans explication anatomique claire. Ces cas intriguent de Freud. Ils introduisent une fissure dans le modèle strictement biologique. Si le corps manifeste un trouble sans cause organique visible, où chercher l'origine? La question reste ouverte. Freud ne rompt pas encore avec le matérialisme scientifique. Mais une curiosité nouvelle s'installe. Les symptômes pourraient-ils avoir une origine non seulement physique, mais psychique? À ce stade, il ne dispose pas encore des outils conceptuels pour répondre. Mais une transition s'amorce. La neurologie l'a formé à la rigueur. L'observation clinique commence à élargir son horizon. Le jeune médecin, encore ancré dans le laboratoire et l'hôpital, s'approche progressivement d'un territoire qu'il ne nomme pas encore, celui de la vie intérieure. Au début des années 1880, Freud se trouve dans une phase de transition. Il n'est plus seulement l'étudiant ambitieux du laboratoire de Brück, mais pas encore le fondateur d'une discipline nouvelle. Il exerce à l'hôpital général de Vienne, accumule de l'expérience clinique et cherche une voie qui lui permettrait d'unir recherche scientifique et reconnaissance professionnelle. C'est dans ce contexte qu'il s'intéresse à une substance encore peu étudiée en Europe, la cocaïne. À l'époque, la cocaïne n'a pas la réputation qu'elle aura plus tard. Elle est perçue comme un alcaloïde prometteur, susceptible de devenir un médicament aux multiples applications. Certains chercheurs évoquent mais à ses effets stimulants, son action sur la fatigue, son potentiel antidouleur. Freud y voit une opportunité. Il commence à expérimenter la substance sur lui-même. Il en note les effets avec précision. Sensation d'énergie accrue, amélioration de l'humeur, clarté intellectuelle renforcée. Son approche reste dans son esprit scientifique. Il observe, il consigne, il analyse. Mais l'enthousiasme s'installe. En 1884, il publie un article intitulé « Übercoca », dans lequel il décrit les propriétés de la cocaïne et en suggère diverses utilisations thérapeutiques. Il pense notamment qu'elle pourrait aider à traiter certaines dépendances, notamment à la morphine. Cette publication ne constitue pas un simple détail biographique. Elle révèle plusieurs traits importants de sa personnalité. D'abord, sa volonté de découvrir quelque chose de décisif, quelque chose qui le distinguerait dans le milieu médical. Ensuite, sa confiance dans le pouvoir de la recherche scientifique. Enfin, sa capacité à s'engager avec intensité dans une hypothèse nouvelle. Cependant, l'épisode de la cocaïne prend une tournure moins favorable. Un collègue, Karl Koller, met en évidence l'utilisation de la cocaïne comme anesthésique locale en chirurgie ophtalmologique. Cette découverte, qui aurait pu être associée au nom de Freud, échappe à son contrôle. Koller obtient la reconnaissance que Freud espérait. Plus grave encore, les effets addictifs et les dangers de la cocaïne deviennent progressivement évidents. Les espoirs thérapeutiques se nuancent. Certains patients développent des dépendances. L'enthousiasme initial apparaît prématuré. Pour Freud, cet épisode est une leçon. Il découvre les limites de l'intuition scientifique lorsqu'elle n'est pas suffisamment validée. Il comprend que le désir de reconnaissance peut précéder la prudence méthodologique. Il ne reniera jamais totalement son intérêt pour la cocaïne, mais il en gardera une forme de réserve. Ce moment marque aussi une prise de conscience plus profonde. L'état de conscience peut être modifié par des substances chimiques. Les frontières entre perception, pensée et sensation ne sont pas fixes. Elles peuvent être altérées. Cette idée, bien que physiologique à l'origine, prépare indirectement un déplacement vers la compréhension des états mentaux. Pendant cette période, la vie personnelle de Freud évolue également. En 1882, il rencontre Martha Bernes. Leur relation s'installe progressivement, ponctuée de correspondances longues et détaillées. Freud exprime dans ses lettres une intensité émotionnelle marquée, parfois jalouse, souvent passionnée. Il souhaite fonder une famille, mais sa situation financière demeure instable. Cette contrainte matérielle renforce son besoin de s'établir solidement dans la pratique médicale. L'année 1885 marque un tournant déterminant. Freud obtient une bourse qui lui permet de partir à Paris pour étudier auprès du neurologue Jean-Martin Charcot, à l'hôpital de la Salpêtrière. Ce déplacement n'est pas seulement géographique, il est intellectuel. À Paris, Charcot étudie l'hystérie, un trouble que beaucoup de médecins considèrent avec scepticisme ou condescendance. Les patientes hystériques présentent des paralysies, des convulsions, des troubles sensoriels sans cause organique identifiable. Pour nombre de praticiens, il s'agit de simulation ou d'exagération.
Charcot adopte une autre position. Il observe ces symptômes avec sérieux. Il utilise l'hypnose pour provoquer et supprimer certains signes cliniques. Il montre que les symptômes peuvent être induits par suggestion. Freud assiste à ces démonstrations. Il voit des patientes entrer en état hypnotique, manifester des symptômes, puis en sortir. Il découvre que des phénomènes psychiques peuvent produire des effets corporels réels. Cette observation ébranle le modèle strictement neurologique. Si un symptôme peut apparaître sans lésion anatomique et disparaître sous hypnose, alors la cause n'est peut-être pas exclusivement biologique. À Paris, Freud est confronté à une idée nouvelle. La vie psychique peut influencer le corps de manière profonde. Les troubles dits nerveux ne sont pas nécessairement imaginaires. Ils peuvent être l'expression d'un conflit invisible. Charcot aborde également la question des traumatismes, notamment sexuels, dans l'histoire de certaines patientes hystériques. Cette hypothèse s'inscrit dans l'esprit de Freud sans encore s'organiser en théorie. Le séjour parisien dure quelques mois, mais il produit un effet durable. Freud revient à Vienne en 1886 avec une conviction. Il existe un domaine de phénomènes que la neurologie classique ne suffit pas à expliquer. Il ouvre un cabinet privé. Il commence à recevoir des patients. Parmi ses collaborations, une relation se développe avec Joseph Breuer, médecin viennois plus âgé, qui a traité une patiente connue sous le pseudonyme d'Anna O. Breuer a observé que lorsqu'Anna O parle librement de certains souvenirs douloureux, ses symptômes diminuent. Elle appelle elle-même ce procédé « talking cure », la cure par la parole. Freud s'intéresse à cette méthode. Il y voit une piste. Peut-être que les symptômes physiques d'Hostels sont liés à des expériences émotionnelles non exprimées. Le terrain est prêt pour une transformation plus radicale. Lorsque Freud revient de Paris en 1886, il ne revient pas avec une théorie achevée. Il revient avec une question insistante. Que se passe-t-il dans l'esprit lorsqu'aucune lésion du corps n'explique la souffrance? À Vienne, il s'installe comme médecin privé. Il reçoit des patients atteints de troubles nerveux, de paralysie sans cause organique apparente, d'angoisse diffuse. Les méthodes classiques donnent des résultats limités. L'hypnose, apprise à Paris, constitue un outil possible, mais elle ne lui suffit pas. C'est dans ce contexte que la collaboration avec Joseph Breuer prend une importance décisive. Breuer avait traité quelques années plus tôt une jeune femme, Bertha Pappenheim, connue dans les écrits sous le nom d'Anna O. Elle présentait des symptômes variés, paralysie, troubles de la parole, hallucinations, état d'absence. Aucun examen médical ne révélait de cause anatomique claire. Breuer avait découvert, presque par hasard, que lorsque la patiente parlait sous hypnose de certains souvenirs liés à la maladie de son père, ses symptômes s'atténuaient. Elle décrivait ce processus comme un nettoyage de cheminée ou une talking cure. Parler semblait produire un soulagement. Freud s'empare de cette idée. Si les symptômes diminuent lorsque le souvenir est exprimé, cela signifie peut-être qu'un événement psychique refoulé maintient le trouble actif. Le symptôme serait alors une forme de langage indirect, une traduction corporelle d'un conflit non résolu. Au départ, Freud utilise l'hypnose pour accéder à ses souvenirs. Il cherche à retrouver l'instant précis où le symptôme est apparu. Il tente de reconstituer la scène originelle, mais l'hypnose présente des limites. Tous les patients ne sont pas facilement hypnotisables. L'état de suggestion peut produire des réponses artificielles. Freud cherche une méthode plus fiable. Progressivement, il modifie son approche. Au lieu de guider le patient vers un souvenir spécifique, il l'invite à dire tout ce qui lui vient à l'esprit, sans censure, sans sélection. Cette méthode, qu'il appellera plus tard l'association libre, repose sur un principe simple. Les pensées ne sont pas aléatoires. Elles suivent une logique invisible. Le patient est invité à parler librement. Freud écoute. Il repère les répétitions, les hésitations, les silences. Il observe que certains sujets provoquent une résistance. La parole se bloque. Le patient détourne la conversation. C'est là que Freud formule une hypothèse centrale. L'esprit n'est pas unifié. Il existe des contenus psychiques que le sujet ne veut ou ne peut pas reconnaître consciemment. Le concept de refoulement prend forme. Le refoulement désigne le processus par lequel une idée, un souvenir ou un désir est écarté de la conscience parce qu'il provoque de l'angoisse. Mais ce contenu ne disparaît pas. Il continue d'agir depuis un espace que Freud commence à appeler l'inconscient. Le symptôme devient alors compréhensible comme une formation de compromis. Il exprime indirectement ce qui ne peut être dit directement. Freud publie en 1895, avec Breuer, Études sur l'hystérie.
L'ouvrage présente plusieurs cas cliniques et expose l'idée que les troubles hystériques trouvent leur origine dans des traumatismes psychiques. Cependant, une divergence apparaît progressivement entre les deux hommes. Breuer reste prudent. Il ne souhaite pas généraliser les conclusions. Il hésite à accorder une place centrale à la sexualité dans l'origine des troubles. Freud, au contraire, observe que dans de nombreux cas, les souvenirs traumatiques rapportés par les patients comportent une dimension sexuelle. Il développe ce qu'il appellera la théorie de la séduction. Selon cette hypothèse, les névroses seraient provoquées par des abus sexuels subis dans l'enfance. Cette théorie provoque une réaction immédiate de méfiance dans le milieu médical. Elle implique que des adultes respectables puissent être responsables de traumatismes précoces. Elle introduit la sexualité dans un domaine que la morale bourgeoise préfère ignorer. Mais Freud poursuit son enquête. Il accumule les observations, il écoute. Puis un doute s'installe. Certains récits rapportés par les patients semblent incohérents. Les chronologies sont incertaines. Les scènes décrites pourraient ne pas correspondre à des événements réels. Freud formule alors une hypothèse plus radicale. Et si ces souvenirs n'étaient pas toujours des faits historiques, mais des fantasmes? Cette question bouleverse son modèle initial. Si un souvenir peut être psychiquement réel, sans être historiquement exact, alors la distinction entre réalité et représentation devient complexe. Le psychisme ne fonctionne pas uniquement comme un enregistreur fidèle des événements. Il transforme, reconstruit, symbolise. Cette découverte modifie profondément sa théorie. La sexualité infantile n'est plus uniquement subie. Elle devient une dimension interne du développement. L'enfant n'est pas passif. Il possède des désirs, des curiosités, des conflits. Cette idée sera l'une des plus controversées de son œuvre. Freud avance progressivement vers une conception nouvelle de la vie psychique. L'être humain est traversé par des forces contradictoires. Le conscient n'est qu'une partie visible. L'inconscient agit en arrière-plan. À la fin des années 1890, Freud commence à analyser ses propres rêves. Il note leurs détails, leurs images, leurs déformations. Il observe que les rêves ne sont pas absurdes. Ils obéissent à des mécanismes spécifiques: condensation, déplacement, symbolisation. Il en conclut que le rêve constitue une voie privilégiée vers l'inconscient. Le rêve ne serait pas un simple phénomène biologique, il serait l'accomplissement déguisé d'un désir. Cette hypothèse le conduit à rédiger un ouvrage qui deviendra central, L'interprétation des rêves, publié en 1899. À ce moment, Freud est encore isolé. Ses idées suscitent scepticisme et résistance. Les ventes du livre sont modestes. Les critiques sont prudentes, parfois hostiles. Mais une architecture théorique s'est mise en place. L'inconscient, le refoulement, le symptôme comme formation de compromis, le rêve comme accomplissement de désir. Le terrain est désormais prêt pour l'élaboration d'une théorie plus systématique du développement psychique, qui culminera dans la formulation du complexe d'Œdipe. À la fin des années 1890, Freud se trouve dans une position singulière. Il a rompu avec certaines certitudes médicales traditionnelles, il a pris ses distances avec Breuer, et il s'engage dans une exploration méthodique de ses propres rêves et souvenirs. Cette auto-analyse, menée avec rigueur et constance, devient un laboratoire intérieur. C'est en examinant ses propres expériences qu'il formule progressivement l'une de ses hypothèses les plus connues, le complexe d'Œdipe. Le nom provient de la tragédie grecque d'Œdipe roi, dans laquelle le héros tue son père et épouse sa mère sans connaître leur identité véritable. Freud ne se contente pas d'y voir un récit mythologique. Il y reconnaît une structure universelle. Selon son hypothèse, l'enfant traverse une phase durant laquelle il éprouve un attachement intense envers le parent du sexe opposé et perçoit le parent du même sexe comme un rival. Cette rivalité n'est pas consciente au sens adulte du terme. Elle s'inscrit dans la dynamique du désir, de l'identification et de la formation des interdits. Freud observe que les enfants développent des sentiments ambivalents. Ils aiment et admirent leurs parents, mais peuvent aussi ressentir jalousie et hostilité. Ces émotions contradictoires sont refoulées parce qu'elles entrent en conflit avec les normes sociales et morales. Le complexe d'Œdipe n'est pas, dans son esprit, un événement ponctuel. Il constitue une étape structurante. Sa résolution, par l'identification aux parents du même sexe et l'acceptation de l'interdit, permettrait l'intégration des règles sociales et la formation de la conscience morale. Cette formulation est audacieuse. Elle place la sexualité infantile au cœur du développement psychique.
Elle suggère que les relations familiales sont traversées par des tensions invisibles. Les réactions ne tardent pas. Certains médecins considèrent cette théorie comme excessive, d'autres la jugent moralement inacceptable. Freud, cependant, ne présente pas cette hypothèse comme une provocation. Il la propose comme une conclusion issue de l'analyse des rêves, des fantasmes et des symptômes. Parallèlement, il structure davantage son modèle du psychisme. Dans ses premiers écrits, il distinguait principalement le conscient, le préconscient et l'inconscient. Cette première topique vise à décrire la circulation des représentations mentales. Le conscient correspond aux pensées immédiatement accessibles. Le préconscient contient des contenus qui peuvent devenir conscients. L'inconscient regroupe les désirs refoulés, les souvenirs interdits, les pulsions incompatibles avec les normes sociales. Mais cette organisation reste descriptive. Freud cherche un modèle plus dynamique. Au début du XXe siècle, il commence à élaborer ce qui deviendra plus tard la seconde topique, le ça, le moi et le surmoi. Le ça représente le réservoir pulsionnel. Il obéit au principe de plaisir. Il cherche la satisfaction immédiate des désirs, sans considération pour la réalité. Le moi se développe progressivement comme instance médiatrice. Il tient compte du monde extérieur, des contraintes sociales. Il obéit au principe de réalité. Le surmoi émerge de l'intériorisation des interdits parentaux et sociaux. Il incarne l'idéal moral et exerce une pression critique sur le moi. Ce modèle ne remplace pas les concepts précédents. Il les approfondit. Il permet de comprendre le psychisme comme un espace de conflit permanent entre des forces divergentes. Freud insiste sur le caractère conflictuel de la vie mentale. La souffrance psychique ne provient pas seulement d'événements extérieurs, mais de tensions internes. À mesure que ces théories se précisent, Freud attire autour de lui un cercle de médecins et d'intellectuels intéressés par ses travaux. Parmi eux se trouvent Alfred Adler et Carl Gustav Jung. Des réunions régulières ont lieu à Vienne. On y discute des cas cliniques, des hypothèses théoriques, des critiques venues de l'extérieur. Le groupe prend progressivement une forme institutionnelle. Freud ne se considère plus seulement comme un praticien isolé. Il devient le centre d'un mouvement naissant. Cependant, cette consolidation institutionnelle ne signifie pas l'absence de divergence. Adler met l'accent sur les sentiments d'infériorité et la volonté de puissance comme moteur du comportement humain. Jung, de son côté, s'intéresse aux symboles, aux mythes et à une dimension plus collective de l'inconscient. Freud observe ces évolutions avec attention. Il apprécie l'engagement intellectuel de ses collaborateurs, mais il reste attaché à la centralité de la sexualité et du conflit intrapsychique. La cohésion du mouvement repose sur un équilibre fragile. Au même moment, l'Europe entre dans une période d'instabilité croissante. Les tensions politiques s'intensifient, les alliances militaires se multiplient, les sociétés industrielles connaissent des transformations rapides. Freud, immergé dans ses travaux théoriques, ne se tient pas à l'écart des événements historiques. Il perçoit que la rationalité scientifique ne suffit pas à prévenir les passions collectives. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, elle représente une rupture majeure. Les certitudes sur le progrès et la civilisation vacillent. Les violences de masse interrogent l'idée même d'un développement moral de l'humanité. Pour Freud, cette guerre ne constitue pas seulement un drame politique, elle devient un terrain d'observation psychologique. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, l'Europe bascule dans une violence d'une ampleur inédite. Les sociétés industrielles, convaincues de leur progrès scientifique et moral, se retrouvent plongées dans un conflit qui mobilise des millions d'hommes et bouleverse les certitudes établies. Freud, alors âgé de 58 ans, observe les événements depuis Vienne. Au départ, comme beaucoup de ses contemporains, il manifeste un certain patriotisme. Mais très vite, la réalité du conflit s'impose. Destruction massive, traumatisme psychique, effondrement des repères culturels. La guerre introduit un élément nouveau dans son travail clinique. Les soldats reviennent du front avec des troubles profonds, paralysie sans lésion, cauchemars récurrents, crises d'angoisse, incapacité à reprendre une vie normale. Ces états, que l'on appellera plus tard stress post-traumatique, posent un défi théorique. Pourquoi ces hommes revivent-ils sans cesse les scènes de combat? Pourquoi répètent-ils en rêve des expériences douloureuses? Selon le principe de plaisir, le psychisme cherche à éviter la douleur et à rechercher la satisfaction. Or, ces soldats semblent contraints de répéter l'expérience traumatique. Freud formule alors une hypothèse nouvelle. Au-delà du principe de plaisir, il existerait une compulsion de répétition. L'être humain ne cherche pas seulement le plaisir, il est parfois poussé à revivre ce qui l'a blessé.
Cette idée prépare l'introduction d'un concept encore plus controversé, la pulsion de mort. Dans son ouvrage « Au-delà du principe de plaisir », publié en 1920, Freud propose que la vie psychique soit traversée par deux forces fondamentales. D'un côté, les pulsions de vie, qu'il nomme éros, orientées vers la conservation, l'union, la créativité. De l'autre, une pulsion opposée, tournée vers la destruction, la désintégration, le retour à un état inanimé. Cette conception marque un tournant. Freud ne décrit plus seulement des conflits liés à la sexualité infantile. Il inscrit le conflit dans une dynamique plus vaste, presque biologique. La pulsion de mort ne s'exprime pas uniquement dans la guerre. Elle se manifeste aussi dans l'agressivité quotidienne, dans l'autodestruction, dans certaines répétitions névrotiques. Cette théorie suscite des débats au sein même du mouvement psychanalytique. Certains disciples y vouaient une extension excessive du modèle pulsionnel. D'autres considèrent qu'elle permet de rendre compte des violences collectives observées pendant la guerre. Freud ne présente pas cette hypothèse comme une certitude définitive. Il la propose comme une tentative d'explication face à des phénomènes qui résistent au modèle antérieur. La guerre a également des conséquences personnelles. L'Empire austro-hongrois s'effondre en 1918. Vienne perd son statut de capitale impériale. Les difficultés économiques s'aggravent. La société viennoise change profondément. Malgré ces bouleversements, la psychanalyse se développe à l'international. Des sociétés se créent à Berlin, Budapest, Londres, New York. Les écrits de Freud sont traduits dans plusieurs langues. Mais cette expansion ne garantit pas l'unité. Les divergences théoriques deviennent plus marquées. Alfred Adler se sépare du mouvement en développant une psychologie centrée sur le sentiment d'infériorité et la volonté de puissance. Carl Gustav Jung, qui avait été désigné comme successeur potentiel, s'éloigne progressivement en élaborant la notion d'inconscient collectif et en accordant une place centrale aux archétypes et au symbolisme religieux. La rupture avec Jung est particulièrement douloureuse. Freud avait vu en lui un héritier capable de porter la psychanalyse au-delà des frontières culturelles. Leur correspondance témoigne d'une relation mêlant admiration intellectuelle et tension personnelle. La séparation confirme une réalité. La psychanalyse n'est plus une initiative isolée. Elle est devenue un mouvement, avec ses débats internes et ses fractures. Au début des années 1920, Freud consolide sa seconde topique du psychisme. Il formalise les notions de ça, moi et surmoi. Le moi doit négocier entre les exigences pulsionnelles du ça, les contraintes morales du surmoi et les exigences de la réalité. La vie psychique apparaît ainsi comme un champ de forces contradictoires. Pendant ce temps, sa santé commence à se fragiliser. En 1923, une lésion est détectée dans sa bouche. Le diagnostic tombe, cancer de la mâchoire. Les opérations se succèdent. Les douleurs deviennent chroniques. Freud est contraint de porter une prothèse qu'il appelle ironiquement « le monstre ». Malgré la souffrance, il continue à écrire et à recevoir des patients. Cette persévérance témoigne de son engagement intellectuel. La maladie ne suspend pas son activité. Elle modifie son rythme, mais non sa détermination. Dans ses écrits tardifs, le ton devient plus réflexif. Il s'interroge sur la culture, la religion, la place de l'individu dans la société. En 1930, il publie « Malaise dans la civilisation ». Il y affirme que la civilisation exige un renoncement pulsionnel permanent. Les individus doivent réprimer une part de leur désir pour vivre en société. Ce renoncement produit un malaise structurel. La tension entre liberté individuelle et ordre social devient centrale dans sa réflexion. Pendant que Freud approfondit ces questions, l'Europe connaît une montée des idéologies autoritaires. L'antisémitisme se radicalise en Allemagne. Les discours nationalistes gagnent en intensité. Freud, figure juive internationale, incarne aux yeux des régimes fascistes une cible symbolique. Au début des années 1930, l'Europe entre dans une période d'instabilité profonde. Les crises économiques fragilisent les institutions démocratiques. Les mouvements nationalistes se renforcent. En Allemagne, l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en 1933 marque un tournant radical. Les ouvrages de Freud sont brûlés publiquement. La psychanalyse est dénoncée comme une science juive. Les instituts allemands sont dissous ou placés sous contrôle idéologique. Des disciples de Freud quittent le pays. À Vienne, la situation semble d'abord moins immédiate. L'Autriche conserve une autonomie politique. Freud, âgé et affaibli par la maladie, hésite à imaginer un départ. Il a passé l'essentiel de sa vie dans cette ville. Son cabinet, sa bibliothèque, ses antiquités représentent un univers familier construit sur plusieurs décennies.
mais en mars 1938, l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, transforme brutalement la situation. Les autorités nazies perquisitionnent son domicile. Les comptes bancaires sont bloqués. Des membres de sa famille sont interrogés. La pression devient directe. Freud comprend que rester signifie courir un risque réel. Des soutiens internationaux se mobilisent. Des collègues britanniques et américains interviennent. Après des négociations complexes, Freud obtient l'autorisation de quitter le territoire autrichien. Il doit cependant signer une déclaration affirmant qu'il a été traité avec respect par les autorités, déclaration qu'il accompagne d'une formule ironique. En juin 1938, à l'âge de 82 ans, il quitte Vienne. Le départ n'est pas seulement géographique, il est symbolique. Freud abandonne la ville où il a développé ses théories, construit son réseau et façonné son identité professionnelle. Il s'installe à Londres, dans une maison du quartier d'Hampstead. Ses meubles, ses livres, sa collection d'objets antiques sont transportés. Il tente de reconstituer son cabinet de consultation dans cet environnement nouveau. La guerre approche à nouveau. À Londres, Freud continue d'écrire. Malgré la douleur chronique causée par son cancer, il travaille à un ouvrage qu'il considère comme l'un des plus ambitieux de sa carrière, Moïse et le monothéisme. Dans ce livre, il avance une hypothèse controversée. Moïse ne serait pas hébreu, mais égyptien, et le monothéisme serait issu d'une transmission complexe marquée par un meurtre fondateur. Cette interprétation applique la méthode psychanalytique à l'histoire collective. Freud élargit son analyse au-delà de l'individu pour explorer les dynamiques religieuses et culturelles. La publication suscite des débats, y compris parmi ses partisans. Certains y voient une audace excessive. D'autres saluant la cohérence d'un projet qui, depuis le début, cherche à comprendre les forces inconscientes agissant dans les groupes humains. À Londres, Freud reçoit encore quelques visiteurs. Parmi eux, l'artiste Salvador Dali, influencé par la psychanalyse dans son travail sur le rêve et le symbolisme. Cette rencontre illustre l'extension de l'influence freudienne dans le domaine artistique. Mais la maladie progresse. Les interventions chirurgicales ont été nombreuses. La douleur est constante. Parler devient difficile. Manger est une épreuve. Freud reste lucide. Il refuse les consolations religieuses. Il maintient une position rationaliste face à la fin imminente. Il avait obtenu de son médecin personnel, Max Schur, la promesse qu'il ne serait pas laissé dans une agonie prolongée. En septembre 1939, quelques semaines après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Freud estime que le moment est venu. Il demande que la promesse soit tenue. Des injections de morphine sont administrées progressivement. Le 23 septembre 1939, Sigmund Freud meurt à Londres. Sa disparition passe relativement inaperçue dans la presse internationale, dominée par les nouvelles du conflit mondial. Pourtant, l'ampleur de son influence dépasse le cercle immédiat de ses disciples. Après sa mort, la psychanalyse ne disparaît pas, elle se transforme. Anna Freud développe l'analyse de l'enfant et approfondit la compréhension des mécanismes de défense. D'autres écoles émergent, la psychologie du moi, les théories des relations d'objets, la psychanalyse britannique. Dans les décennies suivantes, la psychanalyse connaît à la fois expansion et critique. Certains chercheurs reprochent à Freud le manque de validation expérimentale de ses théories. D'autres contestent la place centrale accordée à la sexualité. Des mouvements féministes interrogent ses conceptions du développement féminin. Mais malgré les critiques, plusieurs idées s'intègrent durablement dans la culture contemporaine. L'existence d'un inconscient, le rôle de l'enfance dans la formation de la personnalité, la possibilité de soulagement par la parole, l'idée que les motivations humaines ne sont pas toujours transparentes. Ces notions dépassent le cadre strict de la psychanalyse. Elles influencent la littérature, le cinéma, la philosophie, la théorie politique. Des écrivains explorent les flux de conscience. Des réalisateurs mettent en scène des personnages traversés par des conflits intérieurs. Les artistes s'inspirent du symbolisme des rêves. Freud devient une référence culturelle, parfois simplifiée, parfois caricaturée, mais rarement ignorée. Au fil du temps, la psychologie scientifique évolue. Les neurosciences proposent d'autres modèles explicatifs. Les thérapies cognitives et comportementales se développent. La psychanalyse n'occupe plus la position dominante qu'elle a connue au milieu du XXe siècle. Pourtant, elle continue d'exister, adaptée, discutée, réinterprétée. L'œuvre de Freud ne constitue pas un système figé. Elle représente une tentative d'explorer ce qui échappe à la conscience immédiate. Il aura commencé par l'étude du système nerveux des animaux marins.
il aura terminé par l'analyse des mythes fondateurs des civilisations. Entre ces deux points, il aura proposé une idée centrale. L'être humain n'est pas entièrement maître de lui-même. Son héritage demeure ambivalent. Il suscite admiration et contestation. Il continue d'alimenter les débats sur la nature du psychisme. Ainsi se referme une trajectoire qui aura traversé les bouleversements politiques de l'Europe, les mutations scientifiques et les transformations culturelles du XXe siècle. Après la disparition de Freud en 1939, la psychanalyse ne s'éteint pas. Elle change de territoire, de langage et parfois de forme. Les disciples dispersés par les bouleversements politiques transportent avec eux les concepts freudiens vers l'Angleterre, les États-Unis, l'Amérique latine. À Londres, Anna Freud développe une approche centrée sur l'enfant. Elle approfondit l'étude des mécanismes de défense, ces stratégies psychiques par lesquelles le moi tente de protéger l'individu contre l'angoisse. Elle décrit le déni, la projection, la rationalisation, l'identification. Ces notions entrent progressivement dans le vocabulaire courant. En parallèle, Mélanie Klein, également installée en Grande-Bretagne, propose une lecture différente du développement infantile. Elle insiste sur les relations précoces avec les figures parentales et sur la vie fantasmatique du nourrisson. Les débats entre les partisans d'Anna Freud et ceux de Klein témoignent de la vitalité mais aussi des divisions internes du mouvement psychanalytique. Aux États-Unis, la psychanalyse s'intègre au monde universitaire et médical. Elle se transforme, elle se médicalise, elle adopte parfois un ton plus pragmatique, moins spéculatif. La psychologie du moi se développe, mettant l'accent sur les capacités d'adaptation plutôt que sur le conflit pulsionnel. Ces évolutions montrent que l'héritage freudien n'est pas un bloc uniforme. Il devient une tradition ouverte, traversée par des interprétations divergentes. Parallèlement, l'influence culturelle de Freud s'étend au-delà du champ clinique. Dans la littérature, l'exploration de la vie intérieure s'intensifie. Des auteurs comme James Joyce, Virginia Woolf ou Thomas Mann développent des récits centrés sur les flux de conscience, sur les pensées fragmentées, sur les souvenirs involontaires. La subjectivité devient un territoire narratif central. Au cinéma, les thèmes de l'inconscient et du rêve apparaissent progressivement. Les films explorent les motivations cachées des personnages. Les scénarios s'organisent autour de traumatismes d'enfance, de souvenirs refoulés, de conflits intérieurs. Alfred Hitchcock, par exemple, s'intéresse aux mécanismes de la culpabilité et du désir. Les mouvements artistiques du début du XXe siècle, en particulier le surréalisme, revendiquent explicitement l'influence de la psychanalyse. Les artistes cherchent à contourner la censure rationnelle pour accéder à une créativité plus spontanée. Les images oniriques, les associations inattendues, les symboles ambigus traduisent visuellement des processus que Freud avait décrits verbalement. Dans le domaine politique, la réflexion freudienne sur la psychologie des masses suscite un intérêt particulier. L'analyse des mécanismes d'identification collective, du rôle du chef charismatique et des dynamiques de groupe offre un outil pour comprendre l'essor des régimes totalitaires. Certains penseurs, notamment au sein de l'école de Francfort, combinent psychanalyse et critique sociale. Ils tentent d'expliquer comment les structures familiales, l'éducation et les frustrations individuelles peuvent favoriser l'adhésion à des idéologies autoritaires. Cependant, l'influence freudienne ne se déploie pas sans contestation. À partir des années 1950 et 1960, les approches behavioristes et cognitives prennent de l'importance. Elles privilégient l'observation mesurable, les protocoles expérimentaux, les statistiques. La psychanalyse est critiquée pour son manque de vérifiabilité empirique. Les neurosciences proposent des modèles fondés sur l'imagerie cérébrale et la chimie neuronale. Les mécanismes mentaux sont étudiés à travers l'activité synaptique et les réseaux neuronaux. Certaines hypothèses freudiennes sont abandonnées ou reformulées. D'autres trouvent un écho inattendu dans les recherches contemporaines sur la mémoire implicite, les processus inconscients et les effets du traumatisme. Dans le débat public, le nom de Freud devient parfois synonyme d'interprétation excessive ou de réduction à la sexualité. Pourtant, son œuvre dépasse largement cette dimension. Il aura introduit une idée structurante. Le sujet n'est pas transparent à lui-même. Cette idée modifie la manière dont les individus se perçoivent. Elle introduit une distance entre la parole et l'intention, entre le comportement et la motivation. Dans les pratiques thérapeutiques modernes, même lorsque la psychanalyse n'est pas explicitement revendiquée, l'idée que la parole peut produire un changement reste présente. L'entretien clinique, l'écoute active, l'exploration des souvenirs, la reconnaissance des émotions
trouvent en partie leur origine dans cette tradition. Freud n'a pas fourni un système clos. Il a ouvert un champ d'exploration. Son œuvre est marquée par les limites de son époque. Certaines conceptions du féminin, certaines généralisations culturelles, certaines hypothèses biologiques sont aujourd'hui discutées. Mais l'importance historique de son geste théorique demeure. Il a déplacé le centre de gravité de la psychologie vers l'invisible. Il a proposé que la rationalité consciente n'est qu'une partie du fonctionnement mental. Il a accepté que l'être humain soit traversé par des contradictions. Son héritage reste ambivalent, fondateur et controversé, influent et critiqué. Plus d'un siècle après la publication de L'interprétation des rêves, le débat autour de la psychanalyse continue. Freud n'a peut-être pas résolu le mystère du psychisme, mais il a changé la manière de poser la question. Si l'on observe l'histoire intellectuelle du XXe siècle avec un recul suffisant, on constate que peu de penseurs ont modifié aussi profondément la représentation que l'être humain se fait de lui-même. Freud ne fut ni le premier à parler de l'âme, ni le premier à évoquer les conflits intérieurs, mais il fut celui qui proposa une méthode systématique pour explorer ce qui échappe à la conscience. Cette méthode, centrée sur l'écoute, l'association libre et l'interprétation des formations psychiques, transforma la pratique clinique. Elle transforma aussi le langage quotidien. Des mots comme refoulement, projection, complexe, sublimation quittèrent progressivement le cadre académique pour entrer dans la conversation ordinaire. La notion d'inconscient devint presque évidente. Elle cessa d'être une hypothèse pour devenir une intuition partagée. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la psychanalyse occupa une position dominante dans certaines universités européennes et américaines. Elle influença la philosophie, notamment l'existentialisme et l'herméneutique. Elle dialogua avec l'anthropologie, la sociologie et la critique littéraire. En France, des penseurs comme Jacques Lacan réinterprétèrent Théo Freud à travers le prisme du langage et de la structure symbolique. Lacan affirma que l'inconscient est structuré comme un langage, introduisant une dimension linguistique nouvelle dans l'analyse. Cette réinterprétation ne se limita pas à un simple commentaire, elle modifia la pratique clinique et la compréhension du sujet. Dans le monde anglo-saxon, la psychanalyse s'intégra davantage aux institutions médicales. Elle fut enseignée dans les facultés de psychiatrie et influença la formation des thérapeutes. Cependant, cette institutionnalisation eut un double effet. D'un côté, elle consolida la légitimité du mouvement. De l'autre, elle l'exposa aux exigences de validation scientifique. Les critiques portèrent sur plusieurs points. L'absence de protocoles expérimentaux contrôlés, la difficulté de mesurer objectivement les résultats thérapeutiques, le caractère parfois interprétatif des conclusions. Les thérapies cognitivo-comportementales proposèrent des méthodes plus brèves et mesurables. Les neurosciences offrirent des images du cerveau en activité. La psychiatrie développa des traitements médicamenteux. La psychanalyse perdit alors sa position hégémonique. Pourtant, elle ne disparut pas. Elle continua d'exister dans certains milieux cliniques, universitaires et culturels. Elle se transforma. Elle se diversifia. Dans le domaine du cinéma contemporain, les thèmes freudiens demeurent visibles. Les traumatismes d'enfance, les souvenirs refoulés, les identités fragmentées, les rêves comme révélateurs. Des réalisateurs explorent les mécanismes de la mémoire et du désir. Les scénarios s'appuient sur l'idée que le passé non résolu façonne le présent. Dans la littérature moderne, l'intériorité psychologique reste centrale. Les récits ne se contentent plus de décrire des actions. Ils sondent les motivations cachées. Dans la réflexion politique, l'analyse des phénomènes de masse, de la propagande et du charisme continue d'emprunter à la psychologie des foules. Même les pratiques éducatives et parentales ont été influencées. L'attention portée à la parole de l'enfant, à son monde intérieur, à ses émotions, trouve en partie son origine dans cette tradition. Cependant, le nom de Freud est aussi associé à des controverses. Certains historiens des sciences estiment que ses études de cas manquaient de rigueur méthodologique. D'autres considèrent que ces théories étaient trop centrées sur le contexte culturel viennois du XIXe siècle. Les débats autour de la sexualité infantile, du complexe d'Oedipe ou de la place des femmes dans son modèle théorique ont suscité des révisions et des critiques. Ces contestations n'annulent pas son rôle historique. Elles montrent que toute théorie s'inscrit dans un contexte et porte les traces de son époque. Freud n'était ni infaillible ni isolé. Il travaillait dans un environnement intellectuel marqué par le positivisme scientifique, la morale bourgeoise et les transformations sociales rapides.
Sa contribution réside peut-être moins dans chaque détail de ses hypothèses que dans le déplacement qu'il a opéré. Il a introduit l'idée que la subjectivité mérite une enquête aussi rigoureuse que celle menée sur la nature extérieure. Il a affirmé que les conflits intérieurs ne sont pas des anomalies individuelles, mais des composantes universelles. Il a montré que la parole, lorsqu'elle est écoutée avec attention, peut révéler des structures profondes. À travers les guerres mondiales, les exils et les mutations scientifiques, la figure de Freud demeure associée à une question fondamentale. Qu'est-ce qui nous motive réellement? Sa vie aura traversé l'effondrement d'un empire, 2 guerres mondiales et l'essor de la modernité scientifique. Son œuvre controversée et discutée continue d'alimenter la réflexion sur la nature humaine. Ainsi s'achève le parcours biographique commencé dans une maison viennoise du XIXe siècle. Un parcours qui aura conduit d'un enfant observant la fragilité paternelle à un penseur explorant la fragilité de la conscience. Si l'on considère l'ensemble de cette trajectoire, il apparaît que Freud n'a pas seulement fondé une méthode thérapeutique, il a contribué à transformer la représentation moderne du sujet. Avant lui, la psychologie existait déjà, mais elle restait souvent liée à la philosophie morale ou à l'étude expérimentale des sensations. Freud introduit une perspective différente. L'être humain est structuré par des forces internes qui ne sont pas immédiatement accessibles. Ce déplacement a des conséquences durables. Dans la culture occidentale du XXe siècle, l'idée d'un individu entièrement rationnel devient progressivement insuffisante. Les décisions, les choix amoureux, les engagements politiques, les créations artistiques sont interprétés comme le résultat d'un ensemble complexe de désirs, de conflits et de souvenirs. Cette conception influence également la manière dont les sociétés comprennent la responsabilité et la culpabilité. Si une part du comportement est déterminée par des processus inconscients, alors la notion de maîtrise totale de soi devient plus fragile. Cependant, Freud n'a jamais soutenu que l'inconscient abolissait la responsabilité. Il estimait que la prise de conscience progressive de ses forces permettait au sujet d'élargir son champ de liberté. La psychanalyse n'est pas une justification, mais une exploration. Au cours du XXe siècle, plusieurs penseurs ont tenté de relire Freud à la lumière des sciences émergentes. Les avancées en neurobiologie ont confirmé que des processus mentaux peuvent se dérouler en dehors du champ de la conscience. Les recherches sur la mémoire ont montré que certains événements peuvent être oubliés tout en continuant d'influencer le comportement. Ces découvertes ne valident pas toutes les hypothèses freudiennes, mais elles confirment l'intuition centrale. L'esprit ne se réduit pas à la conscience immédiate. En parallèle, la critique féministe a interrogé certaines conceptions du développement féminin présentes dans l'œuvre freudienne. Des psychanalystes ont révisé ces aspects en proposant des modèles plus sensibles aux variations culturelles et sociales. La psychanalyse a ainsi connu des phases d'expansion, de contestation, de reformulation. Aujourd'hui, elle ne domine plus le champ de la psychologie scientifique, mais elle demeure active dans de nombreux contextes cliniques et théoriques. Son influence est visible dans les pratiques de psychothérapie, même lorsque celles-ci se réclament d'autres approches. L'attention portée à l'histoire personnelle, à l'enfance, aux émotions refoulées, reste héritée de ce déplacement initial. Dans le domaine de l'éducation, la reconnaissance de la vie affective de l'enfance est accrue. Les enseignants et les parents sont invités à considérer les besoins émotionnels autant que les performances académiques. Dans la sphère publique, la compréhension des mécanismes de la propagande et de la manipulation s'appuie parfois sur l'analyse des désirs et des peurs collectives. Freud ne fournit pas de solution politique. Il n'a pas proposé de programme social. Son œuvre est descriptive plutôt que normative. Elle expose les tensions, mais ne prescrit pas un modèle de société idéal. Son pessimisme tardif, notamment dans « Malaise dans la civilisation », suggère que le conflit entre pulsions individuelles et exigences sociales est permanent. La civilisation impose des renoncements. Ces renoncements produisent un malaise structurel. Cette perspective n'est ni totalement optimiste, ni totalement désespérée. Elle reconnaît la fragilité des équilibres humains. La vie de Freud elle-même illustre cette fragilité. Né dans un empire multiculturel, il meurt en exil, témoin de la montée des idéologies destructrices. Ses 4 sœurs, restées en Autriche, périront dans les camps nazis. Cette tragédie personnelle s'inscrit dans l'histoire collective qu'il avait tenté d'analyser. Le parcours de Freud se termine ainsi dans un contexte où ses hypothèses sur l'agressivité et la pulsion de mort trouvent une résonance historique. Mais au-delà des controverses et des événements politiques,
demeure une démarche. Écoutez ce qui se dit à travers les silences. Freud a proposé que les symptômes, les rêves, les lapsus, les actes manqués ne soient pas de simples accidents. Ils sont des formations significatives. Cette attention aux détails, aux fragments, à l'élément apparemment secondaire, constitue l'un des héritages les plus durables de sa pensée. Son œuvre ne clôt pas le débat sur la nature humaine. Elle l'ouvre, elle invite à considérer que le sujet est traversé par des forces multiples, que l'identité se construit dans le conflit et que la parole peut être un outil de transformation. Plus d'un siècle après ses premières publications, son nom continue d'être évoqué dans les discussions sur la mémoire, le désir, la culpabilité et le rêve. Ainsi se dessine la figure d'un penseur inscrit dans son époque, mais dont l'influence dépasse largement les frontières temporelles. Un enfant de Freiberg devenu médecin viennois, un neurologue devenu explorateur de l'invisible, un exilé devenu référence mondiale. Son itinéraire ne constitue pas une conclusion définitive sur le psychisme humain. Il représente une étape décisive dans l'histoire des idées. Au-delà des institutions, des débats académiques et des polémiques méthodologiques, l'empreinte laissée par Freud se mesure aussi dans la transformation intime du regard porté sur soi-même. Avant la diffusion des idées psychanalytiques, l'introspection existait, mais elle demeurait souvent morale ou philosophique. Elle cherchait à évaluer les actions en termes de bien et de mal. Avec Freud, l'examen intérieur devient analytique. Il ne s'agit plus seulement de juger, mais de comprendre. Comprendre pourquoi un mot surgit à un moment inattendu. Pourquoi un rêve insiste nuit après nuit. Pourquoi certaines relations se répètent, malgré les échecs. Cette approche introduit une nouvelle forme de responsabilité. Non pas une culpabilité immédiate, mais une invitation à explorer les déterminations invisibles. Dans les sociétés occidentales du XXe siècle, cette manière de penser s'intègre progressivement dans la culture. Les individus commencent à interroger leur enfance pour expliquer leurs difficultés présentes. Les biographies s'organisent autour de la recherche d'événements fondateurs. Les souvenirs deviennent des clés d'interprétation. La parole thérapeutique, autrefois marginale, devient une pratique reconnue. Consulter un psychologue ou un psychanalyste n'est plus un signe d'exception. Cela s'inscrit dans un mouvement plus large d'attention à la santé mentale. Freud n'a pas inventé la parole, mais il a proposé un cadre méthodique pour l'écouter. Il a insisté sur la règle fondamentale, dire tout ce qui vient à l'esprit, sans censure. Cette règle repose sur une hypothèse simple. L'esprit est structuré, même lorsqu'il semble désordonné. Les associations ne sont pas aléatoires, elles obéissent à des connexions souterraines. Cette confiance dans la signification du détail marque profondément la culture moderne. Elle influence l'analyse littéraire, la critique artistique, la lecture des symptômes sociaux. Cependant, la diffusion des concepts freudiens entraîne aussi des simplifications. Le complexe d'Oedipe devient parfois un cliché. La référence à l'inconscient sert d'explication rapide à des comportements complexes. La popularisation comporte toujours un risque, celui de réduire une théorie nuancée à quelques formules. Freud lui-même était conscient des limites de son système. Ses écrits tardifs montrent une certaine prudence. Il reconnaît que la psychanalyse n'offre pas une vision exhaustive de l'être humain. Il admet que certaines hypothèses sont provisoires. Il accepte la possibilité de révision future. Cette dimension évolutive constitue peut-être l'un des aspects les plus importants de son héritage. La psychanalyse n'est pas un dogme figé. Elle est un cadre d'exploration. Aujourd'hui, dans un monde marqué par l'accélération technologique, les réseaux numériques et les transformations sociales rapides, les questions freudiennes conservent une actualité particulière. Comment se forment les identités dans des environnements instables? Comment les traumatismes collectifs influencent-ils les générations suivantes? Comment les désirs individuels s'articulent-ils aux normes sociales? Les réponses proposées au début du XXe siècle ne peuvent être transposées telles quelles, mais la démarche reste pertinente. Examiner les tensions entre individus et société, entre désir et interdiction, entre mémoire et oubli. L'histoire personnelle de Freud rappelle également que les théories ne naissent pas dans le vide. Elles émergent d'un contexte historique précis. Les humiliations subies par son père, l'antisémitisme ambiant, les bouleversements politiques, les guerres mondiales ont façonné sa sensibilité. Sa réflexion sur la pulsion de mort, par exemple, ne peut être dissociée de l'expérience de la guerre et de la violence collective. Comprendre Freud implique donc de le situer dans son époque tout en reconnaissant la portée transhistorique de certaines intuitions. Son parcours illustre la rencontre entre la science et la culture, entre la clinique et la littérature, entre l'observation médicale
et l'analyse symbolique. Freud n'a pas résolu toutes les énigmes de l'esprit, mais il a déplacé le centre de gravité du débat. Il a montré que le psychisme ne se réduit ni à la morale ni à la biologie pure. Il occupe un espace intermédiaire, fait de représentations, de fantasmes et de conflits. En ce sens, son œuvre demeure une invitation, explorer ce qui échappe à la surface. Le récit commençait avec un enfant observant son père dans une rue de Vienne, se termine par une figure intellectuelle dont le nom traverse les continents. Entre ces deux points s'inscrit une vie consacrée à interroger l'invisible. Lorsque l'on referme le parcours de Freud, il ne reste pas seulement une série de concepts, de controverses ou d'écoles théoriques. Il reste une transformation du regard. Le XXe siècle n'a pas simplement hérité d'un vocabulaire nouveau, il a hérité d'un soupçon porté sur la transparence de la conscience, une invitation permanente à se demander si ce que nous croyons vouloir correspond réellement à ce qui nous anime. Freud aura vécu dans un monde en mutation rapide. Il naît dans un empire multiculturel persuadé de sa stabilité. Il meurt dans une Europe à nouveau plongée dans la guerre. Entre ces deux moments, les certitudes sur la raison, le progrès et la moralité collective se fissurent. Sa pensée accompagne ces fractures. Il ne propose pas une vision héroïque de l'être humain. Il ne célèbre pas la pureté des intentions. Il décrit au contraire une structure traversée par des tensions. Le désir n'est pas simple. L'amour peut coexister avec la rivalité. L'attachement peut contenir de l'ambivalence. Cette complexité, Freud ne l'invente pas. Il la rend visible. En introduisant l'inconscient comme dimension structurante, il déplace le centre de gravité de la psychologie moderne. Il affirme que le sujet ne se réduit pas à ce qu'il sait de lui-même. Cette affirmation modifie durablement les pratiques sociales. Elle transforme la manière d'éduquer, d'écouter, d'écrire, de juger. Elle influence la littérature qui explore désormais les flux intérieurs. Elle inspire le cinéma qui met en scène des personnages hantés par leur passé. Elle nourrit la philosophie qui interroge la constitution du sujet. Pourtant, son œuvre n'est ni un système clos ni une vérité définitive. Elle demeure une tentative située, marquée par son époque, par ses limites culturelles et scientifiques. Les critiques contemporaines ont souligné ces limites. Elles ont révisé certaines hypothèses, corrigé certaines généralisations, nuancé certaines conclusions. Mais la question posée par Freud reste active. Que se passe-t-il lorsque la parole hésite? Que révèlent les répétitions, les rêves, les lapsus? La modernité scientifique a développé des outils d'imagerie cérébrale et des modèles computationnels du fonctionnement mental. Elle explore les réseaux neuronaux, les neurotransmetteurs, les circuits de la mémoire. Ces approches n'annulent pas nécessairement la dimension symbolique. Elles décrivent un autre niveau d'analyse. Freud appartenait à un moment où la science du cerveau était encore balbutiante. Il a cherché, avec les instruments dont il disposait, à rendre compte d'un phénomène, la souffrance psychique. Il a observé que certaines douleurs ne laissaient aucune trace anatomique visible. Il a supposé qu'elles s'enracinaient dans des conflits internes. Sa méthode ne reposait pas sur des appareils, mais sur l'écoute. Écouter longuement, accorder du temps, accueillir les associations sans les interrompre. Dans une époque contemporaine marquée par l'accélération, cette pratique paraît presque anachronique. Et pourtant, elle continue d'exister. La psychanalyse ne détient plus le monopole de la compréhension psychologique. Elle coexiste avec d'autres approches. Elle dialogue, parfois difficilement, avec les sciences expérimentales. Mais son héritage demeure inscrit dans la culture. Le simple fait de se demander si un comportement cache une motivation inconsciente témoigne de cette influence. Freud n'a pas fondé une certitude, il a introduit un questionnement. Son parcours, commencé dans une maison viennoise, traversé par les laboratoires, les hôpitaux, les salons intellectuels, les conflits théoriques, l'exil et la maladie, dessine la trajectoire d'un homme cherchant à comprendre ce qui, en chacun, résiste à la compréhension immédiate. Il aura tenté de cartographier un territoire invisible. Et peut-être que l'héritage le plus durable de cette entreprise réside dans l'idée suivante. Le sujet humain est plus vaste que ce qu'il perçoit de lui-même. Ce constat n'apporte pas de réponse définitive. Il ouvre un espace où la parole peut se déployer, où le passé peut être revisité, où les contradictions peuvent être reconnues. Ainsi s'achève ce parcours biographique et intellectuel. Lorsque l'on prend encore davantage de distance, une dernière dimension apparaît, celle du temps. Freud a consacré sa vie à l'exploration de la mémoire, à la manière dont le passé s'inscrit dans le présent.
Il a montré que les expériences précoces ne disparaissent pas simplement avec les années. Elles se transforment, se déplacent, se déguisent parfois, mais elles continuent d'agir. Ainsi, son œuvre elle-même peut être lue comme une mémoire du tournant moderne. Elle conserve la trace d'un XIXe siècle confiant dans la science. Elle porte aussi l'empreinte d'un XXe siècle marqué par la guerre, l'exil et la violence idéologique. Dans ses premiers écrits, l'optimisme scientifique est perceptible. Freud croit qu'en analysant les symptômes, en dévoilant les conflits refoulés, il sera possible de réduire la souffrance humaine. Dans ses écrits tardifs, le ton change. L'expérience des conflits mondiaux, la montée des totalitarismes, la fragilité des institutions l'amènent à une vision plus prudente. Il ne renonce pas à la possibilité d'un progrès individuel, mais il doute davantage de la capacité des sociétés à surmonter leurs tensions internes. Cette évolution n'est pas contradictoire, elle reflète l'adaptation d'une pensée à l'histoire. Freud n'a jamais présenté la psychanalyse comme une solution globale aux problèmes politiques. Il a proposé un outil pour comprendre les mécanismes à l'œuvre, comprendre l'agressivité, la culpabilité, l'identification au chef, la formation des foules. Ces phénomènes, analysés dans Psychologie des masses et Analyse du moi, montrent que le sujet individuel ne peut être séparé du collectif. L'individu porte en lui des traces de l'autorité parentale, mais aussi des formes d'identification sociale. Cette articulation entre l'intime et le collectif constitue l'un des aspects les plus durables de son héritage. Au XXIe siècle, les débats sur l'identité, la mémoire collective, les traumatismes transgénérationnels réactivent indirectement certaines intuitions freudiennes. La transmission des traumatismes, par exemple, interroge la manière dont des expériences non élaborées peuvent influencer les générations suivantes. Freud n'a pas formulé cette question en ces termes contemporains, mais il a posé les bases d'une réflexion sur la persistance du passé. Dans le domaine artistique, son influence se maintient sous des formes variées. Les récits fragmentés, les structures narratives non linéaires, les personnages hantés par des souvenirs inexpliqués témoignent de la diffusion d'un imaginaire, où l'inconscient joue un rôle central. Dans le champ clinique, la pratique psychanalytique se poursuit, parfois adaptée, parfois combinée avec d'autres méthodes. Elle conserve une spécificité, le temps long. Là où certaines approches privilégient l'efficacité rapide, la psychanalyse maintient l'idée que la transformation psychique nécessite une durée. Cette insistance sur le temps est cohérente avec l'intuition de départ. Ce qui s'est inscrit progressivement ne se modifie pas instantanément. Freud lui-même aura travaillé pendant des décennies à affiner ses hypothèses. Son œuvre n'est pas un ensemble figé, mais un mouvement continu. Il a corrigé certaines positions, abandonné la théorie de la séduction initiale, reformulé ses modèles du psychisme. Cette capacité d'évolution fait partie intégrante de sa démarche. Son nom est aujourd'hui associé à une époque, à un style, à une manière de penser. Il suscite encore des oppositions, mais peu de penseurs ont laissé une empreinte aussi transversale. De la consultation individuelle au débat philosophique, des salles de cinéma aux amphithéâtres universitaires, son influence traverse des espaces multiples. Et peut-être que l'essentiel de son apport réside moins dans chaque concept que dans une attitude. Accepter que le visible ne soit qu'une partie du réel. Cette attitude, héritée d'un jeune étudiant fasciné par les mécanismes cachés de la nature, s'est déplacée vers l'exploration des mécanismes cachés de l'esprit. Le trajet est cohérent. Du microscope au divan, de l'organe observable au rêve interprété, du symptôme physique au conflit symbolique. Freud n'a pas découvert l'inconscient comme on découvre un territoire géographique. Il a proposé un cadre pour en parler, pour l'explorer, pour en faire un objet de réflexion. Ainsi se clôt un parcours qui aura traversé les bouleversements de la modernité. À mesure que le récit s'approche de son terme, il devient possible de ralentir, non pour conclure abruptement, mais pour laisser apparaître ce qui demeure lorsque les événements se sont dissipés. Freud aura vécu 83 années, traversant 2 siècles, 2 guerres mondiales, l'effondrement d'un empire et l'exil. Il aura connu la reconnaissance internationale et l'isolement intellectuel. Il aura vu ses idées contestées, reformulées, simplifiées, parfois caricaturées. Et pourtant, derrière ces variations, une constante subsiste, la recherche de cohérence. Comprendre comment une parole hésitante peut contenir un sens, comment un rêve apparemment incohérent peut suivre une logique propre, comment un symptôme peut être la trace d'un conflit silencieux. Dans cette perspective, la psychanalyse n'est pas une accumulation de concepts, elle est un geste méthodique,
suspendre le jugement immédiat et écouter. Ce geste demande du temps. Il suppose la patience, l'attention aux détails, la reconnaissance de la complexité. Peut-être est-ce là l'un des aspects les plus discrets mais les plus durables de l'héritage freudien, l'idée que l'écoute transforme. Freud a proposé que le simple fait de mettre en mots une expérience puisse modifier sa place dans l'économie psychique. La parole ne supprime pas le passé, mais elle peut en changer la configuration. Cette conviction repose sur une vision particulière du sujet. Un être traversé par des contradictions, capable de réflexion, mais limité par des zones obscures, ni entièrement déterminé, ni entièrement libre. Entre ces deux pôles se déploie l'espace de la vie psychique. Dans les dernières années de sa vie, alors que la maladie affaiblissait son corps, Freud continuait de travailler. Cette persistance n'était pas héroïque au sens dramatique du terme. Elle était cohérente avec son parcours. Explorer jusqu'au bout, interroger jusqu'au bout, même face à la douleur, maintenir la pensée active. Sa décision de mettre fin à ses souffrances en demandant à son médecin d'honorer une promesse témoigne également d'une volonté de lucidité. Il n'a pas cherché à embellir la fin, il a maintenu sa position rationaliste. Après sa mort, les débats n'ont pas cessé, ils se sont intensifiés, les écoles se sont multipliées, les critiques se sont affûtées, les défenses se sont organisées. Mais le nom de Freud demeure présent. Il apparaît dans les discussions sur la mémoire traumatique, dans les analyses des mouvements de masse, dans les scénarios de films explorant les souvenirs refoulés, dans les conversations ordinaires lorsqu'un lapsus est remarqué. Il n'est plus nécessaire de lire l'ensemble de son œuvre pour être influencé par son héritage. Celui-ci s'est diffusé dans la culture. L'inconscient est devenu une hypothèse partagée. À l'issue de ce parcours, il est possible de revenir à l'image initiale, un enfant écoutant son père raconter une humiliation. Peut-être que ce moment contenait déjà l'intuition centrale. Derrière l'apparence d'un geste simple se cache une dynamique plus complexe. Le père qui ramasse son chapeau, l'enfant qui observe, le souvenir qui persiste. Entre ces trois éléments s'inscrit une interrogation. Cette interrogation deviendra une méthode, et cette méthode deviendra une œuvre. Ainsi se referme ce long itinéraire, non comme une réponse définitive, mais comme une invitation à continuer à interroger ce qui, en chacun, demeure partiellement obscur. Il est possible, maintenant, de laisser le récit se déposer lentement. Freud aura passé sa vie à examiner les traces invisibles. Il aura prêté attention à ce que d'autres considéraient comme secondaire. Un mot prononcé de travers, un souvenir fragmenté, un rêve étrange au réveil. Il n'a pas découvert un territoire matériel. Il n'a pas mis au jour une loi physique mesurable comme celle des sciences exactes. Il a exploré une zone intermédiaire entre le corps et la parole, entre l'histoire personnelle et la mémoire silencieuse. Sa méthode repose sur une idée simple mais exigeante. Rien n'est totalement dépourvu de sens. Ce principe, appliqué à l'esprit humain, ouvre un espace de complexité. Il invite à suspendre l'interprétation immédiate, à accepter que ce qui apparaît incohérent puisse suivre une logique cachée. Dans une époque contemporaine marquée par la rapidité, la réaction instantanée et la simplification, cette posture conserve une singularité. Freud n'offrait pas de réponse rapide. Il proposait une traversée des souvenirs, une traversée des conflits, une traversée des résistances. Ce mouvement demande du temps, le temps d'associer librement, le temps de reconnaître les répétitions, le temps de comprendre que certains silences parlent. Il n'est pas certain que toutes ces hypothèses résistent aux critères scientifiques modernes. Il n'est pas certain que chaque concept conserve sa pertinence initiale. Mais l'attitude analytique, cette patience face à l'opacité, demeure. Freud aura vécu dans un monde où la certitude scientifique semblait promettre un avenir rationnel. Il aura également été témoin de l'effondrement brutal de ses illusions. Entre ces deux extrêmes, il aura tenté de comprendre pourquoi l'être humain peut à la fois créer et détruire, aimer et haïr, espérer et répéter ses erreurs. Ses derniers écrits témoignent d'une lucidité sans emphase. Il n'idéalise pas la civilisation, il n'idéalise pas non plus l'individu. Il constate la tension. Peut-être que l'essence de son œuvre tient dans cette reconnaissance. La tension ne disparaît pas, elle se transforme, et l'analyse n'est pas une promesse de perfection, elle est un outil de compréhension. Si l'on devait résumer son apport en une formule sobre, ce serait peut-être celle-ci. L'esprit humain est traversé par des forces multiples dont nous ne percevons qu'une partie. Accepter cette complexité, c'est déjà élargir le regard. Ainsi s'achève ce parcours, non comme une conclusion définitive, mais comme une ouverture.
une ouverture vers la réflexion, vers l'écoute, vers la reconnaissance de ce qui, en chacun, demeure partiellement caché. Et si l'on prolonge encore un instant ce silence après le récit, une dernière réflexion peut émerger. Freud aura consacré sa vie à explorer ce qui ne se voit pas immédiatement. Il aura observé que l'être humain ne se résume pas à ses décisions conscientes, ni à ses déclarations explicites. Derrière chaque choix, derrière chaque attachement, derrière chaque peur, il supposait l'existence d'une histoire plus profonde. Cette intuition transforme la manière d'écouter. Écouter ne consiste plus seulement à entendre des mots. Écouter devient une tentative de percevoir les écarts, les répétitions, les inflexions. Freud ne cherchait pas à juger ses patients. Il cherchait à comprendre comment leur passé continuait de se manifester dans le présent. Cette approche modifie la perception du temps. Le passé n'est pas simplement derrière nous. Il s'inscrit dans nos réactions, nos hésitations, nos attentes. Ainsi, l'analyse devient une manière de revisiter ce passé pour en redistribuer les effets. Freud n'a pas prétendu que cette démarche soit simple. Elle suppose d'affronter des zones inconfortables. Elle suppose d'accepter que certaines images intérieures ne correspondent pas à l'image que l'on souhaite projeter. Mais elle ouvre aussi la possibilité d'un déplacement. Comprendre un conflit ne l'efface pas immédiatement, mais cela peut en atténuer la contrainte. Dans cette perspective, la psychanalyse n'est ni une doctrine morale ni une technique magique. Elle est un cadre pour parler, un cadre pour écouter, un cadre pour interpréter. La modernité a multiplié les outils d'analyse du comportement humain. Les données statistiques, les modèles cognitifs, les explorations neurologiques enrichissent la compréhension. Freud appartient à une autre époque scientifique. Il travaillait sans imagerie cérébrale, sans protocole randomisé. Il travaillait avec des récits, des souvenirs, des rêves. Ce choix peut sembler fragile. Il a suscité des critiques. Mais il correspondait à une conviction. La subjectivité mérite d'être prise au sérieux. Dans un monde où la mesure domine, cette reconnaissance de la subjectivité reste singulière. Freud n'a pas clos le débat sur la nature de l'âme humaine. Il l'a déplacé vers un territoire où la certitude absolue est rare. Il a montré que la cohérence apparente peut masquer une tension, que la stabilité peut contenir une ambivalence, que l'identité peut être traversée par des contradictions. Son héritage n'est pas un ensemble de réponses définitives. Il est une invitation à complexifier la question. Et peut-être que cette invitation demeure pertinente. Dans chaque génération, les formes changent, les contextes évoluent, les théories se transforment. Mais la question centrale persiste. Qu'est-ce qui, en nous, agit sans que nous le sachions pleinement? C'est à cette interrogation que Freud a consacré son existence. De Freiberg à Vienne, de Vienne à Londres, du laboratoire au cabinet de consultation, de la neurologie à l'exploration des rêves, il aura suivi un fil invisible. Un fil reliant le visible à l'invisible. Ainsi se referme définitivement ce long parcours biographique et intellectuel. Si l'on accepte de rester encore un moment dans ce mouvement lent, une dernière dimension peut être évoquée, celle de la transmission. Freud n'a pas seulement transmis des concepts, il a transmis une posture intellectuelle, une manière d'aborder l'énigme humaine sans la réduire trop vite à une explication simple. Cette posture repose sur 3 éléments fondamentaux. D'abord, la reconnaissance du conflit. L'idée que les contradictions intérieures ne sont pas des anomalies isolées, mais des composantes structurelles de l'expérience humaine. Ensuite, la reconnaissance du temps. La conviction que les expériences précoces continuent d'agir longtemps après leur occurrence apparente. Enfin, la reconnaissance de la parole. La certitude que dire, formuler, associer librement peut produire un déplacement. Ces 3 dimensions ont dépassé le cadre strictement psychanalytique. Dans les pratiques thérapeutiques contemporaines, même lorsque les méthodes diffèrent, l'importance accordée à l'histoire personnelle et à l'expression verbale demeure centrale. Dans la culture populaire, l'idée qu'un comportement puisse avoir une racine ancienne est devenue presque intuitive. Freud aura contribué à inscrire cette intuition dans la conscience collective. Mais toute transmission s'accompagne de transformation. Les générations suivantes ont réinterprété ces travaux. Certaines écoles ont atténué l'importance de la sexualité. D'autres ont développé la dimension relationnelle. D'autres encore ont combiné psychanalyse et neurosciences. Ces évolutions montrent que l'héritage freudien n'est pas un monument immobile. Il est un point de départ. Il demeure possible de contester certaines hypothèses, de les corriger, de les adapter. Mais l'idée qu'il existe une profondeur psychique reste active.
Peut-être que l'apport le plus durable de Freud ne réside pas dans un concept particulier, mais dans l'acceptation d'une complexité irréductible. Accepter que l'être humain ne soit pas entièrement transparent à lui-même. Accepter que la cohérence apparente puisse être traversée par des tensions invisibles. Accepter que le passé puisse continuer d'influencer le présent. Cette acceptation ne conduit pas nécessairement au pessimisme. Elle peut conduire à une forme de lucidité. Freud n'a pas proposé une vision idyllique de l'humanité. Il a reconnu l'agressivité, l'ambivalence, la fragilité. Mais il a également reconnu la capacité de symboliser, de créer, de transformer. Dans cette tension entre destruction et création, entre répétition et élaboration, se situe peut-être l'espace de la culture. Ainsi, le récit commencé avec un enfant dans un empire finissant se conclut par une figure dont le nom continue de circuler dans les débats contemporains, non comme une autorité incontestable, mais comme une référence incontournable. Freud aura été à la fois médecin, théoricien, polémiste, exilé, figure culturelle. Son œuvre aura traversé les frontières disciplinaires. Et même si les sciences évoluent, même si les modèles se renouvellent, la question qu'il a formulée demeure ouverte. Qu'est-ce qui, en chacun de nous, échappe à la lumière immédiate? C'est peut-être cette question, plus que toute autre, qui constitue son héritage.